Quand on croise le regard d'une peinture, on s'attend généralement à y voir l'âme d'un être humain. Mais réaliser avec un petit frisson qu'il s'agit en fait d'un paysage tout entier qui nous dévisage et qui pleure des larmes d'une géométrie absolument impossible, c'est une entrée en matière qui saisit instantanément. Ah, ça c'est clair. C'est vraiment le genre d'œuvre qui t'arrête net. Ouais, c'est vraiment cette sensation de bascule, ce moment où notre cerveau essaye de comprendre ce qu'il regarde, qui est au centre de notre exploration visuelle d'aujourd'hui. Et je suis ravie de plonger là-dedans avec toi. Et moi je suis ravi d'être là. C'est là toute la puissance de la communication non verbale en art, tu vois. On se retrouve face à un espace où les règles de la physique classique ne s'appliquent plus du tout et où la psychologie prend le relais. Absolument. Donc, notre objectif pour ce décryptage, c'est de plonger dans les détails d'une seule et unique œuvre. C'est une huile sur toile qui est signée par l'artiste peintre marocain originaire de Meknès, Dany Zouhir. Et ce qui rend cet exercice d'analyse en profondeur incroyablement stimulant, c'est que notre matériel source est strictement visuel. On n'a pas de manifeste théorique à lire au préalable, pas de notes de bas de page. Juste une toile, mais une toile d'une complexité fascinante, quoi. On y voit s'entrechoquer un portrait humain, des formes géométriques pures et un paysage naturel. Ouais, et le défi de notre émission, c'est justement de traduire cette expérience silencieuse en mots pour quiconque nous écoute. On va essayer de décortiquer comment l'artiste utilise la couleur, l'échelle et la texture pour construire une sorte de pont entre la conscience humaine et l'environnement naturel. Tout à fait. Et pour aborder cette toile, l'analogie qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de la double exposition en photographie analogique. Ah, intéressant. Comment ça? À l'époque des pellicules argentiques, quand on superposait deux prises de vue sur le même fragment de film, les cristaux d'halogénure d'argent capturaient deux réalités différentes. Le résultat, ça donnait deux mondes partageant le même espace physique. Genre un portrait et une forêt, par exemple, qui devenaient totalement indissociables. Ouais, c'est une comparaison très utile pour comprendre la mécanique visuelle de la toile. Sauf que, en photographie, c'est souvent un processus mécanique, voire parfois accidentel, qui mélange la lumière. Ici, avec la peinture à l'huile, chaque superposition, chaque transition, c'est le fruit d'une intention super délibérée de l'artiste. Dany Zouhir, il ne laisse vraiment rien au hasard. C'est clair. Et pour comprendre cette intention, je pense qu'il faut commencer par l'élément qui structure tout le reste, la toile de fond, qui est en fait un immense visage humain. Et quand je dis immense, c'est un visage qui sature littéralement le cadre. Ah oui, il prend toute la place. Grave. Il occupe facilement 90% de l'espace. Le regard n'a aucun moyen de s'échapper, quoi. Et ça, c'est une technique redoutable. En termes de psychologie visuelle, jouer sur une échelle aussi disproportionnée, ça court-circuite notre distance de sécurité habituelle. Le cerveau humain, il est programmé au niveau de l'amygdale pour réagir immédiatement à l'apparition d'un visage. Donc en remplissant la toile de cette façon, l'œuvre crée une intimité forcée. C'est vrai qu'on se sent presque envahi. Exactement. Ce n'est plus une image qu'on contemple de loin, c'est une présence qui nous confronte directement. Et quelle présence! Le visage en lui-même, il est d'une pâleur saisissante, presque diaphane. Il a des traits super juvéniles, très doux. Et cette peau si claire, elle est encadrée par des cheveux extrêmement sombres, presque noirs, qui tombent lourdement de chaque côté. Ça donne un peu l'impression de deux lourds rideaux de théâtre qui s'ouvrent pour forcer notre attention sur la scène centrale. Et c'est une mise en scène qui dirige toute l'énergie vers le point focal de l'œuvre. Les yeux. Oh là là, oui! Quels yeux! Ils sont d'un vert éclatant, presque luminescent, tu vois. Ils sont grands ouverts et ils fixent directement la personne qui regarde la toile. Le niveau détail est chirurgical, surtout au niveau des cils. Ils sont très noirs, très longs, dessinés avec une précision presque maniaque. Ouais, c'est hyper frappant. Vraiment le regard, ce qui crée une vraie rupture cognitive, ce sont les larmes. De chaque œil coule une larme, mais elles ont vraiment rien de naturel. Elles sont d'un bleu clair très vif et surtout, elles tombent de manière parfaite, implacablement verticale. Et c'est exactement ici que l'œuvre bascule du réalisme vers autre chose. Bah oui, parce que physiquement, ça tient pas la route. De l'eau salée sur une joue humaine, normalement, ça suit la courbure de la pommette, ça dévie vers le coin de la bouche, ça s'étale, quoi. La peau a une texture, une résistance. Bien sûr, Mais là, sur cette toile, ces larmes bleues, ce sont des lignes droites parfaites, comme si elles étaient tracées au fil à plomb. C'est presque de l'architecture. Et du coup, ça soulève une question super évidente. Pourquoi l'artiste a-t-il peint l'expression ultime du chagrin humain de manière aussi rigide, aussi artificielle? Eh bien, probablement parce qu'on n'est pas face à l'expression clinique d'une tristesse physique. En introduisant cette impossibilité anatomique, l'artiste signale très clairement que ces larmes appartiennent au domaine du symbole.
D'accord, je vois. Dans le surréalisme, on utilise super souvent des éléments reconnaissables, comme une larme, et on modifie une de leurs propriétés fondamentales, comme leur trajectoire ou leur couleur, justement pour provoquer une réflexion. Ok, donc si c'est pas de la tristesse au sens propre, qu'est-ce que c'est? Une sorte de métaphore visuelle? Précisément, ces lignes bleues et droites, elles agissent comme des vecteurs. Elles forcent mécaniquement l'œil de l'observateur à descendre vers le bas de la toile. Ce sont des conduits de données, si on veut utiliser un vocabulaire un peu plus moderne. Elles indiquent que l'émotion ressentie par ce visage est en train de se déverser vers une autre réalité. On n'est plus du tout dans le monde de la chair, mais vraiment dans un espace mental ou spirituel. Ce concept d'espace mental, d'ailleurs, ça nous amène directement à l'anomalie la plus marquante du tableau. Si l'arme refuse de suivre les lois de la gravité, il y a un autre élément qui refuse catégoriquement de suivre les lois de l'anatomie. Et ça se passe juste là, en plein milieu du front. L'intrusion géométrique. Exactement. Au lieu d'avoir un front lisse et la naissance naturelle du nez, la peinture est littéralement interrompue par des formes abstraites. On a des bulles, ou plutôt des sphères parfaites, d'un violet translucide. Elles forment un motif hyper spécifique, une sorte de croix ou de losange, avec un cercle central plus large qui est entouré de sphères de différentes tailles et opacités. Ouais, on voit bien le motif. Et certaines sont très denses, alors que d'autres laissent transparaître la peau pâle juste en dessous. C'est troublant. Et c'est un contraste d'une violence silencieuse, je trouve. Notre cerveau cherche la continuité logique d'un visage humain, et paf, il se heurte à la rigueur mathématique de la géométrie pure. Tu sais, la première fois que j'ai vu cette superposition, j'ai tout de suite fait le lien avec un phénomène super connu en optique, le lance-flaire, ou le reflet de lentille. Ah ouais, en photo? Ouais, quand une source de lumière trop puissante frappe l'objectif d'une caméra, ça crée ces artefacts géométriques, ces cercles lumineux qui viennent parasiter l'image. J'ai vraiment eu l'impression que l'artiste avait pas un parasite optique en plein milieu du visage. Alors, je comprends tout à fait l'analogie visuelle, mais je dois m'inscrire en faux sur l'aspect accidentel que sous-entend l'idée du lens flare. Ah bon? Pourquoi? Un reflet de lentille, par définition, c'est une erreur mécanique subie par la machine. Or, dans la démarche de Danny Zwirr, ce placement est d'une précision redoutable. Je le décrirais plutôt comme un pare-feu mental. Un pare-feu mental. Waouh, c'est une image super forte. Mais comment ça fonctionne concrètement dans le contexte de cette toile? Si on y réfléchit bien, ce motif violet, il obstrue délibérément l'accès à une lecture simple du visage. Il est situé très exactement sur le point que de nombreuses philosophies orientales désignent comme le troisième œil. Ah oui, le chakra de l'intuition. Exactement. Le siège de l'intuition, de la perception invisible et de l'esprit rationnel. En bloquant cette zone avec une géométrie abstraite, l'artiste refuse de nous livrer une identité de surface. C'est un peu comme une fenêtre pop-up de l'inconscient qui nous dirait « Pour comprendre cette œuvre, vous devez regarder au-delà de la biologie ». C'est vrai que la géométrie a quelque chose de très imperméable. Autant on peut créer de l'empathie avec des yeux qui pleurent, autant une sphère violette parfaite, ça n'offre aucune prise émotionnelle directe. C'est froid, c'est calculé. Et le choix du violet, d'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard non plus. Tout à fait. Le violet, historiquement et même chromatiquement, c'est la couleur du mysticisme. C'est l'entre-deux, tu vois. C'est la frontière exacte entre le chaud du rouge et le froid du bleu. En plaçant ces sphères translucides ici, l'artiste matérialise littéralement la pensée ou la spiritualité de ce visage. Les idées bouillonnent, elles s'organisent selon des lois mystérieuses et elles flottent au-dessus de la réalité matérielle de la peau. D'accord. On va résumer un peu la dynamique à ce stade pour bien visualiser. On a ce visage géant qui capte notre attention, des yeux verts perçants, un front bloqué par ce fameux pare-feu mental violet, et ces larmes bleues et droites qui imposent à notre regard de descendre. Il y a un poids visuel très fort qui nous pousse vers le bas de la toile. C'est ça, le regard glisse. Et c'est justement là que l'œuvre révèle sa véritable nature, sa résolution en fait. C'est là que la chair cesse d'être de la peau humaine pour se métamorphoser en la terre elle-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment la transition la plus magistrale de cette composition. Le menton et le cou du portrait ne se terminent pas de façon abrupte. Ils se dissolvent littéralement pour devenir un paysage naturel. Ouais, c'est pas du tout un collage maladroit, c'est une transition d'une douceur incroyable. Là où on s'attendrait logiquement à voir la ligne d'une mâchoire ou des clavicules, on découvre un horizon.
Un ciel immense baigné par un coucher de soleil, ou peut-être un lever, l'interprétation reste ouverte. Les teintes sont soudainement gorgées de chaleur. On a des oranges vibrants, des bruns profonds, des ocres hyper lumineux. L'huile permet de travailler dans le frais pendant des jours. Ah, ce qui permet de faire des dégradés? C'est ce qui autorise la fameuse technique du sfumato, oui. C'est l'effacement subtil des contours. L'artiste de Meknès utilise vraiment cette malléabilité chimique du pigment pour littéralement fusionner les molécules de la chair peinte avec les molécules du paysage peint. C'est fascinant. C'est comme si le cou fondait et se déversait dans l'étendue d'eau qui occupe tout le bas de la toile. Une eau très calme d'ailleurs, qui reflète parfaitement les couleurs chaudes du ciel. Et pour encadrer cette étendue, pour lui donner de la perspective, il y a de grandes silhouettes végétales très sombres, des buissons ou des arbres denses qui viennent fermer les coins inférieurs du tableau. Ce qui est crucial à comprendre ici, c'est la fonction de l'équilibre thermique dans la narration de l'œuvre. Toute la moitié supérieure de la composition, elle est dominée par des températures de couleurs froides et distantes. On a la pâleur lunaire de la peau, le vert un peu acide des yeux, le bleu glacier des larmes, le violet mystique. Tout ça, ça crée une atmosphère de tension, une sorte de mélancolie très cérébrale. Et cette tension, elle a besoin d'une porte de sortie, quoi. Exactement. Et le paysage en bas offre cette résolution. La chaleur des brins et de l'horizon orangé vient absorber et stabiliser la froideur du haut. Le visage, qui semble tourmenté par ses pensées géométriques, trouve son ancrage dans la permanence de la Terre. Le cycle est bouclé. Les larmes verticales tombent finalement dans cette étendue d'eau calme pour l'alimenter, tandis que les racines des arbres sombres ancrent l'ensemble. Et d'ailleurs, en parlant d'ancrage, il y a un détail technique hyper élégant niché dans ses racines. En bas à gauche de la toile, fondu presque imperceptiblement dans le feuillage sombre, on trouve 4 petites lettres. Dany. L'artiste a dissimulé sa signature directement dans la végétation. Je trouve que c'est un détail qui en dit long. Il signe pas simplement une image encadrée, il signe la terre elle-même. Il intègre sa propre identité dans le sous-bois du tableau. C'est une manière très subtile de s'approprier non pas l'objet physique, mais vraiment le monde intérieur qu'il représente. Et ce concept de monde intérieur, de paysage mental, c'est quelque chose de profondément universel. Si on réfléchit à l'expérience humaine au quotidien, il est assez facile de faire le pont. Imaginons un moment de forte intensité émotionnelle, que ce soit une tristesse écrasante ou une joie foudroyante. Si la personne qui nous écoute fermait les yeux à cet instant précis, quel serait le paysage projeté à l'intérieur de son esprit? Et c'est là toute la beauté de la chose. L'art symbolique sert précisément à poser cette question. Il fonctionne comme un miroir cognitif pour nous. Tout à fait. Pour certaines personnes, la colère pourrait prendre la forme d'un océan déchaîné sous un ciel de charbon. La nostalgie, ça pourrait ressembler à une forêt d'automne sous la pluie. Ce que cette œuvre nous montre, c'est qu'en dessous de l'étrangeté de cette tristesse surréaliste, la résolution est un horizon paisible. La fondation de cet esprit perturbé reste super solide, ancrée, sereine. C'est un message paradoxalement très rassurant, je trouve. C'est vrai. Le paysage n'annule pas la tension de l'esprit, mais il la porte. Il lui offre un réceptacle sûr. Quel itinéraire visuel incroyable on vient de tracer, n'empêche. Si on rassemble toutes les pièces de ce décryptage, on observe une trajectoire implacable. On est d'abord happé par ce regard géant, vert et perçant. Ensuite, on est confronté, presque stoppé net en fait, par ce parfum mental de sphères violettes et par la trajectoire complètement artificielle des larmes. C'est une friction nécessaire, tu vois. Ça empêche le cerveau de classer l'image trop vite, comme un simple portrait humain classique. Et c'est pour finir par glisser doucement vers le bas, trouvant le repos dans ce paysage au ton chaud, où l'eau et la terre absorbent tout le tumulte supérieur. C'est une véritable leçon sur la manière de guider l'œil humain à travers une surface plane. La maîtrise de Danny Zouhir, elle réside vraiment dans cette capacité à unifier ces contradictions de manière ultra fluide. Je suis totalement d'accord. Mais avant de conclure cette analyse, il me semble indispensable de proposer un changement de paradigme. Depuis le début de notre échange, on analyse cette œuvre avec un postulat de base bien précis. On part du principe qu'il s'agit du paysage intérieur d'un être humain, que la chair se transforme en terre pour symboliser la profondeur de la pensée humaine. C'est en effet la lecture la plus intuitive, non? Celle qui connecte l'humain à la nature. C'est vrai. Mais que se passe-t-il si l'on inverse totalement les polarités de cette lecture? Comment ça? Reprenons l'architecture de la toile. On a ce visage titanesque qui agit littéralement comme une voûte céleste. De ce ciel humain
tombent des précipitations, ces fameuses larmes droites, qui agissent comme un phénomène météorologique venant nourrir l'étendue d'eau en bas. Et la base du visage est, de manière très concrète, composée de terre et de forêt. Attends, donc le visage agirait comme un ciel et le cou comme le sol. Voilà. Et si cette œuvre complexe n'était pas le portrait d'un humain qui se projette dans la nature? Et si, au contraire, c'était le portrait de la nature elle-même? Oh, waouh! C'est un renversement de perspective assez radical, ça. Mais imaginons la démarche. La nature est très souvent reléguée au rang de décor de fond dans l'histoire de l'art. C'est un simple paysage muet. Ici, il est fort possible que l'artiste ait décidé de prêter un visage humain, doté d'yeux immenses et très expressifs, à notre environnement. Pourquoi faire ça? Pour nous obliger, enfin, à soutenir son regard. La nature s'humanise pour contourner notre indifférence. Ah, je vois. Donc dans cette lecture, les sphères violettes sur le front, ce ne seraient plus les pensées complexes d'une personne. Non, elle pourrait carrément représenter les lois mathématiques et physiques indéchiffrables qui régissent l'univers. Des structures parfaites, cachées juste derrière la surface des choses. Et ces larmes bleues, froides, constantes, deviendraient l'expression de la vulnérabilité de cet écosystème. En donnant à la Terre ce visage pâle, jeune et mélancolique, l'œuvre nous force à ressentir sa fragilité avec la même empathie que s'il s'agissait d'un membre de notre propre espèce. C'est une interprétation vraiment bouleversante. Ce n'est plus l'humain qui s'imagine vaste comme un paysage pour comprendre ses propres émotions, c'est la nature qui emprunte un visage humain pour espérer être comprise. Ça change absolument tout le rapport de force, quoi. On passe d'une œuvre d'introspection hyper personnelle à un message d'une ampleur écologique et philosophique massive. Et c'est là toute la grandeur d'une toile, de pouvoir supporter de multiples niveaux de vérité, sans jamais s'effondrer. Qu'il s'agisse de la cartographie d'une âme humaine ou de la supplique silencieuse de la Terre, la technique picturale reste au service de la même conclusion finale. L'organique et l'environnement sont inextricablement liés. Absolument. Eh bien, c'est sur cette image vertigineuse de la Terre, nous observant avec des yeux verts, que nous allons clore ce décryptage. C'est une pensée profonde à laisser décanter la prochaine fois que l'on se retrouvera face à un paysage naturel ou devant une œuvre qui semble soudainement refuser de rester silencieuse.